Alors, pour rappel des missions, c'est une cellule créée en 2016 qui a cette mission de transformation numérique du secteur de la santé. Donc, nous devons apporter l'innovation numérique dans les 6 piliers du système de santé. Donc, c'est ainsi que nous élaborons des programmes de télémédecine, de dossiers patients, etc. Nous avons également cette mission de suivre et d'évaluer la politique nationale de santé numérique. Alors, nous avons eu quand même à avoir quelques résultats. Professeur Anta Taldia, maître aussi, l'a bien précisé, que nous avons travaillé ensemble et lors de la Covid, nous avons eu à expérimenter une initiative pour permettre aux Sénégalais de pouvoir reprendre les voyages après le COVID, après la pandémie, en tout cas dans le siège de la pandémie. Donc, qui a été une expérience intéressante. Nous avons également fait une initiative dans le domaine de l'intelligence artificielle et de tout ce qui est ophtalmologie. On a déployé un programme pendant 2 ans au niveau du centre de santé Philippe Maguilène-Senghor et également du centre de santé des Parcelles Assainies. Comme vous le savez, comme les médecins le savent, les diabétiques développent souvent une complication au niveau de la rétine. Et souvent, ils ne font pas le rendez-vous annuel pour aller voir l'ophtalmo. Donc, avec l'OMS, nous avons élaboré ce projet pour aider un peu ces patients-là à pouvoir avoir ce diagnostic, ce bilan annuel. Mais tout ça d'une manière virtuelle. Donc, au total, c'était 62 patients qui étaient dans l'étude. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons positionné cet équipement dans ces 2 centres. Et il y avait un agent qui venait prendre la capture, qui faisait faire la capture d'écran du fondé. Donc, il y a 4 captures qui sont faites et qui sont envoyées dans un système, donc dans un logiciel, qui d'abord fait un pré-diagnostic et ensuite, derrière, l'ophtalmo le confirme ou l'infirme. Donc, cette initiative-là a montré quand même que l'algorithme qu'on avait est assez intéressant jusqu'à 80%. C'est-à-dire que chaque 80% des diagnostics proposés par l'algo ont été confirmés par l'ophtalmo, mais les 20% non. Donc, ça, c'est juste quelques exemples. Au niveau mondial, la santé numérique est une grosse problématique. Nous avons l'OMS qui a une stratégie mondiale santé numérique. Nous avons l'OMS aussi qui a plusieurs résolutions, 2005, 13 et 18, qui demandent aux pays d'opter pour des stratégies de santé digitale. Nous avons l'UIT et nous avons pas mal d'autres organismes qui ont quand même élaboré aussi leur stratégie. Pour les enjeux, c'est important pour nous, en tout cas, d'aiguiser l'appétit en montrant les enjeux. On parle de quoi exactement? Aujourd'hui, on parle de la gouvernance de la donnée de santé. On parle de l'économie de la donnée de santé. Je dis bien économie. Je pense derrière, je ne sais pas s'il y a mon grand frère qui est là, voilà. Donc, on parle de l'économie de la donnée de santé. On parle également de protection des données. Et la donnée de santé, elle est classée données sensibles, avec tout ce que la donnée peut apporter pour mieux comprendre les maladies, les prédire. La donnée, en tout cas, aussi comme intrant pour l'intelligence artificielle, la donnée pour fabriquer des médicaments et peut-être la donnée aussi pour faire de la guerre. Donc, on parle de la donnée de santé. Aujourd'hui, on a des données, mais c'est papier, ce n'est pas bien utilisé. Mais quand on va digitaliser, on aura des données de masse. Voilà. Et ces données de masse-là, il va falloir bien les gérer, bien les utiliser pour faire avancer la science, prévenir les maladies et mieux soigner les patients. Toujours en parlant d'enjeux, on parle de création d'emplois. La santé crée déjà de l'emploi avec le secteur privé qui recrute dans les cabinets cliniques privés. Mais là, on nous demande d'utiliser le secteur numérique avec donc des appels d'offres pour acquérir des systèmes d'information, des plateformes, etc. Et je pense qu'il y a un énorme équilibre à rechercher entre nous, notre efficacité pour aller vite et le besoin de recruter. Parce que ça, c'est un grand problème. Aujourd'hui, on met la pression, il faut prendre. Nous, on va aller vite. Si on a quelque chose qui marche, on va le choisir et passer. Alors que les gens veulent qu'on ait des marchés à lancer, etc. Donc vraiment, il y a ce challenge-là qui se pose maintenant chez nous. Et le gouvernement aussi demande qu'on le fasse. On voit comment la e-santé peut régler des problèmes de chômage. Voilà. Donc ça aussi fait partie des enjeux. La souveraineté numérique, le président l'a dit plusieurs fois. Avoir des systèmes que nous finançons peut-être, que nous maîtrisons, utiliser nos ressources locales pour pouvoir gérer nos données. Et l'autre enjeu qui est fondamental ici, c'est vraiment
notre travail, ce n'est pas de fournir des logiciels. Et des logiciels qui fournissent de la valeur clinique. Parce que s'il n'y a pas de valeur clinique pour le soignant, le logiciel risque de ne pas être intéressant. Donc il faut qu'on arrive, c'est un grand défi qui se pose à nous, mais également la qualité et la sécurité de la prise en charge. Donc tout ça, ce sont des enjeux qui sont actuellement sur la table et qui font que, en tout cas, le gouvernement, comme nous le voyons ici, a décidé d'en faire une priorité. Vous avez ici, en tout cas, quelques résumés de tout ce qui a été dit en Conseil des ministres, tout ce qui a été dit dans l'agenda national, le professeur Sow l'a dit, tout ce qui a été dit sur le master plan, sur également la DPG du Premier ministre. Donc, vous avez ici quand même une volonté politique affirmée. Maintenant, je n'ai pas mis l'engagement politique comme défi, mais il est fondamental. Parce que la volonté, c'est quand le président dit, quand le PM dit, quand le ministre dit. Et pour nous, l'engagement politique, c'est le suivi de ça. Est-ce que ça se fait? Est-ce que réellement on le suit? Parce qu'on peut le dire et après laisser les services comme ça. Donc l'engagement est très important. Parce que ça permet vraiment de voir si ça marche. Donc c'est pourquoi moi je salue cette rencontre, parce que ça permet effectivement d'améliorer ce côté d'engagement, de suivi de ce que le ministère fait dans ce domaine-là. Alors, état de mise en œuvre, nous avons pas mal de logiciels qui existent, de systèmes d'information qui existent. Ça semble être beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Il nous faut encore beaucoup plus de systèmes. Mais ce qu'on constate ici, c'est quand même le cloisonnement. Des systèmes qui existent, qui ne se parlent pas. Des logiciels qui existent, qui ne se parlent pas. Des logiciels qui n'ont pas le même propriétaire. Peut-être ça, c'est normal. Mais on a besoin d'organiser aussi ce domaine de la santé digitale, comme on organise quand on construit un bâtiment. On fait un plan d'urbanisation. Il y a un besoin énorme de réorganiser ce que nous faisons, parce qu'il y a des projets qu'on a ici devant vous qui n'existent plus. Parce qu'il n'y a plus de financement, c'est un partenaire qui le portait. Il n'y a plus d'argent, le projet tombe à l'eau. Mais vous avez ici quand même ce que le ministère fait et également le secteur privé. On n'aura pas l'occasion de prendre chaque système, de pouvoir le présenter. Mais comme il y a un dynamisme qu'il faut bien gérer. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'avoir un programme. Un programme qui a été mis en place depuis 2023. Ce programme-là a également suivi une certaine rigueur. Parce qu'on est parti d'une vision en 2019. Le programme a été élaboré en 2020. Le programme, c'est un document avec des projets clairs. Pour dire, on fait, par exemple, projet dossier patient, comme vous le voyez ici. Dans ce programme aussi, vous avez un projet de télémédecine. Comment mettre à l'échelle de la télémédecine. Vous avez des projets sur les SH, sur les médicaments. Donc, c'est un programme composé de projets bien identifiés, consensuels, avec des coûts estimatifs. Donc ça, nous l'avons fait en 2020. Maintenant, c'est en 2021 que le ministère du Plan qui a l'obligation de nous évaluer avant qu'on ait un financement, ce qu'on appelle la maturation. Donc on a également passé ce filtre-là, donc avec succès, et il y a un montant également qui a été identifié. Par la suite aussi, on a essayé d'avoir un financement grâce au ministère des Finances qui a demandé à la banque d'injecter 50 millions de dollars pour 5 ans dans le cadre d'un projet qu'on va voir. Donc nous sommes pour l'instant, en tout cas en termes de rigueur, c'est ce programme-là que nous avons qui va nous permettre maintenant vraiment d'avancer sur la e-santé. Ce programme, qui est un programme, a été décliné sur le plan informatique, c'est-à-dire identifier, ok, c'est bon, vous avez le programme, mais maintenant, quels sont les projets, quels sont les systèmes d'information que vous allez mettre en place? Donc ça aussi, ça a été fait. On a identifié 12 plateformes ou systèmes d'information ou télémédecine, et ces 12-là couvrent ce que nous faisons en matière de santé. Il y a des systèmes sur la formation, sur les données, sur la télémédecine, sur le sang, sur l'oxygène. Donc ça aussi, ça a été clairement identifié, que le ministère maîtrise assez bien. Ça, c'est un exemple du programme, une fois qu'il est mis en œuvre. Le programme, il est mis en œuvre, mais n'oublions pas que tout à l'heure, j'ai parlé de système de cloisonnement. Donc l'idée, c'est d'aller vers un système intégré pour que les logiciels puissent communiquer. Parce que quand on digitalise, ce que nous voulons, c'est que les données puissent être disponibles, puissent être profitables pour le soignant, mais également les patients. Donc là, c'est l'exemple de ce qu'on appelle la portabilité. Moi, je suis patient, mes données médicales doivent pouvoir me suivre. Que j'aille dans une clinique, dans un centre de santé, dans un poste, dans un hôpital, il faut que l'État se débrouille pour que mes données soient là-bas. Donc c'est ça un peu le chantier que nous voulons. Comme ça, le patient avec une carte, même sans carte, s'il va là-bas, la structure doit être en mesure
d'avoir l'Internet, d'avoir des ordinateurs, des logiciels, pour que les médecins ou l'infirmier puissent se connecter et voir vos antécédents, vous consulter, refermer et mettre les dernières informations. Donc c'est ça qu'on appelle la portabilité. C'est un exemple de l'enjeu qui est en tout cas sur la table. Alors, comment nous allons faire tout ça? Ça, c'est un exemple vraiment de mise en œuvre. La CSDOS, c'est la cellule que j'ai l'honneur de diriger grâce à l'accord et à la volonté du président, du PM, du ministre de la Santé. Donc, c'est le cercle en rouge là, qui s'occupe de la santé digitale. Le travail qu'on doit faire, c'est un peu le rectangle en rouge. Donc, ça, ce sont les problématiques qu'il faut gérer forcément. Il faut une architecture parce que le système n'est pas urbanisé. Il y a beaucoup de logiciels mais qui ne communiquent pas. Donc, tous ces chantiers-là doivent être gérés. Mais gérés avec tous les acteurs, à savoir les bénéficiaires, à savoir les fournisseurs de logiciels, à savoir les praticiens de la santé. Mais tout ça avec l'appui d'experts qu'on appelle AMOA, qu'on va recruter. Donc, c'est autour de ces équipes-là que nous allons aborder ces questions importantes qui vont nous amener à la portabilité du dossier médical, qui vont nous amener à ce que les centres de santé aient des services de télémédecine, que ce soit un paquet normal qu'on offre. Mais notez aussi que nous ne gérons pas le budget financé par la Banque mondiale. C'est géré par une unité que vous voyez là-bas en haut, recrutés, des Sénégalais recrutés, qui s'occupent de la gestion financière, qui ne sont pas dans le cercle, comme vous le voyez, mais ils sont là et chaque fois que nous avons des activités, nous les proposons et voilà, on regarde pour pouvoir financer cela. Alors, c'est très important aussi cette partie parce que nous avons démarré. Nous sommes en train de construire, certains l'appellent dossier patient, d'autres l'appellent système d'information hospitalière. Mais ce qui est important, c'est que quand le patient entre, son parcours est digitalisé. Voilà. J'entre dans l'hôpital, à la facturation, je donne mon numéro de téléphone ou quelque chose. Si je suis un patient qui vient pour la deuxième fois, on peut me retrouver mes filiations, mes informations. Si je viens d'arriver, on crée mes informations. Donc je suis à la facturation, je vais à la caisse. On me dit que okay, tout est là-bas, je paye. Je vais prendre les constantes. L'infirmier, là aussi l'infirmier a les informations, je ne lui donne rien. Peut-être que je peux donner même juste mon numéro. À ce moment-là, il pourra entrer et regarder les informations. Je vais chez le médecin ou le dentiste. Lui aussi, il pourra voir mes informations, me consulter, mettre tout ce qu'il a à mettre, fermer mon dossier. Si je dois faire une analyse aussi, il peut dire il faut le faire. Je vais au laboratoire ou bien je vais à l'imagerie. Maintenant, il y a le volet officine privée qui n'est pas encore géré, bien sûr, parce que c'est un peu compliqué. On vient de démarrer. Voilà. Donc, c'est un peu ça, si vous voulez vraiment mettre le curseur sur ce que nous appelons dossier patient. Voilà. Donc, aujourd'hui, avec le financement de la Banque mondiale, on va donner 1,5 million d'espace numérique. C'est-à-dire 1,5 million de Sénégalais pourront avoir ce dossier patient électronique avec le financement que nous avons. Mais nous sommes en train de chercher pour avoir d'autres financements parce qu'on est 18 millions. Voilà. La femme aussi a son carnet et ce carnet-là aussi, on s'est engagé à pouvoir digitaliser à hauteur de 25% des femmes en âge de reproduction. Donc vous avez ici, pour le système déployé à Abass Ndao, comme a dit le professeur, déployé au niveau de Kaffrine. Là, ce sont des statistiques qui datent d'une semaine à l'UGB. Donc vous avez 246 000 prestations financières qui ont été faites, des paiements dans le système. Vous avez 8 000 rendez-vous par SMS. Maintenant, on n'a plus de registre pour prendre les rendez-vous, c'est par SMS qu'on les prend. Vous avez 62 000 prestations médicales, des ordonnances, des demandes de radio. Et dans le système, on est à 99 000 patients dans le système actuellement. Donc c'est un système qui a été vu par les deux ministres. Et peut-être ici, ce qu'il faut noter comme résultat aussi, qui est très intéressant, la dernière information que nous avons de l'hôpital de Kaffrine, c'est que les motivations ont doublé. Alors, ce qui fait que quand même il y a des choses à redire et il y a l'urgence d'accélérer aussi. Parce que quand l'hôpital dit que mes recettes ont doublé, ça veut tout dire. Voilà, d'où l'importance, et sans parler même de la valeur clinique, là c'est juste valeur financière, l'importance d'avoir un système propre, je dis bien propre et clean. Mais ce n'est pas évident parce que, excusez-moi, je me suis connecté avec mon téléphone. Donc ce n'est pas évident hein, parce qu'il y a un existant qui est sur place, qu'il faut gérer, etc. Il faut éviter peut-être d'enlever les systèmes qui sont là-bas, mais qui posent pas mal de problèmes. C'est pourquoi quand on amène le système de l'État, il y a cette augmentation des recettes. Donc il y a cette question difficile que nous devons gérer.
je ne vais pas m'attarder sur cette diapo-là. Peut-être ce qui est important ici, c'est deux choses. C'est le socle 3 qui s'appelle patient en haut à droite. Pour la première fois, je pense, au niveau national, on va permettre aux patients d'accéder à cette donnée médicale. Avec un portail, avec des codes, pour qu'ils puissent, depuis chez lui, accéder et voir ces informations médicales. Donc ça, c'est puissant. On a déjà élaboré. Ce qui manque, c'est qu'on n'est pas encore tombé d'accord sur le numéro de santé du patient. On est en train de travailler encore pour qu'on s'accorde sur le numéro. Voilà. On est aussi en train de travailler parce que vous donnez un accès, ça veut dire qu'on héberge vos données quelque part. Ça aussi, il faut le gérer. Pour que l'hébergement puisse être disponible tout le temps. Donc ce sont les deux questions qui font qu'on n'a pas encore lancé ce portail qui permettra aux patients de voir ces données et de montrer à son fils médecin ou etc. L'autre, c'est les statistiques. Ça aussi, c'est en bas, c'est le socle 5. Les deux hôpitaux font leur conseil d'administration à travers le logiciel parce que vous avez là-bas toutes les informations financières. Ça, c'est le côté identification du patient. Si nous voulons avoir la sécurité des soins, réduire les erreurs, il faudrait qu'on ait un numéro unique d'identification. Pour le patient, mais également pour le prestataire, de sorte qu'on ait une traçabilité de tout ce qui se passe dans les systèmes. Donc là, il y a un accord pour l'instant que voilà le matricule. C'est-à-dire que demain, si le ministère s'accorde avec les autres ministères pour dire voilà le numéro qu'on donne, ce sera ce numéro-là. SN pour renvoyer à Sénégal, S pour le sexe, et vous avez 8 chiffres alphanumériques, et vous avez X aussi qui est une variable que le logiciel va calculer à partir des chiffres précédents. Donc au moins ça déjà, il y a une entente. Maintenant, on est en train de travailler avec le ministère de la Famille pour nous accorder si on garde ça pour tout le monde. De sorte que ce ne soit pas seulement un numéro pour la santé, mais également un numéro pour l'assurance maladie. Absolument. Voilà, donc c'est ça que nous sommes en train de voir. Mais c'est ça pour l'instant qui est retenu. Et on a déjà fait des tests pour voir si ça marche et les résultats sont bons. Mais on n'a pas encore commencé à le déployer. Voilà. Toujours sur état de mise en œuvre sur la télémédecine. La télémédecine, l'idée c'est que chaque centre de santé doit avoir une salle de télémédecine. Pour l'instant. C'est-à-dire que... Adia, mettez votre micro s'il vous plaît. Donc, pour la télémédecine, les résultats attendus concernent donc... on ne peut pas nous opposer aux objets médicaux qui nous arrivent, les montres et tout ça. Il va falloir peut-être que le Sénégal les certifie, qu'on puisse accepter que des patients puissent les avoir et que le ministère puisse aussi voir comment les données qui viennent des montres là puissent être récupérées et ajoutées dans le dossier médical du patient. Ça fait partie du projet télémédecine. L'autre aspect aussi, c'est les salles de télémédecine dans chaque centre de santé, au moins. Comme ça, le district peut avoir des rendez-vous à distance pour permettre à des patients de ne pas se déplacer. Au moins ça va être fait. Et on va permettre aussi qu'il y ait un logiciel pour la télémédecine. On va voir si c'est un ou deux. On va laisser les jeunes avoir beaucoup de logiciels et derrière, on va essayer de voir comment gérer ça. On a au moins le budget pour connecter 10 centres de santé. Ça c'est déjà disponible. On est en train de finaliser le manuel qu'on appelle le manuel de la télémédecine, c'est-à-dire qui fait la télémédecine, comment on fait la télémédecine, il y a un problème. Donc je disais que pour le projet télémédecine, donc c'est ça, on a un consultant qui est en train de travailler, c'est l'université virtuelle qu'on a choisi pour faire le manuel de procédure de la télémédecine, qui va nous dire comment le faire, qui va le faire, combien ça coûte, quelles sont les normes, parce que c'est de la médecine en fait. Donc il va falloir bien encadrer cela. Et pour le cadre réglementaire aussi, on a avancé parce qu'il y a des projets de textes déjà qui sont prévus. Donc, pour le cadre réglementaire, on ne peut rien faire sans cadre réglementaire dans ce domaine-là. Parce que pour la médecine, il y a une manière de faire, il y a une loi. Vous faites de la télémédecine, c'est-à-dire vous changez la manière de faire la télémédecine. Donc forcément, vous devez encadrer ce qui s'ajoute à cela, à savoir la distance, à savoir les équipements qu'on choisit, etc., etc. Donc c'est pourquoi on a déjà élaboré les textes qui ont été transmis au SGG pour la deuxième fois. Donc on s'attend à ce que peut-être qu'on nous appelle bientôt pour pouvoir avancer sur ces textes-là. Donc c'est un projet de loi et également un projet de décret sur la santé numérique.
Maintenant, je vais vous partager quelques informations de ces projets de texte, comme j'ai dit, qui ont été transmis au SGG. Donc, ce n'est pas encore quelque chose qui est validé au niveau du gouvernement. Mais quand même, il y a des informations que je peux partager. Par exemple, les données de santé appartiennent aux patients. Ça a été dit très clairement. Mes données m'appartiennent. Les données de santé ne peuvent pas être utilisées à des fins personnelles ou commerciales. Je ne peux pas vendre mes données médicales. Certaines statistiques sanitaires sont mises à disposition sur autorisation du ministère de la Santé. On peut faire des statistiques, mais il y a des statistiques qui nécessitent une demande express pour que le ministère autorise ces statistiques-là. Même ces statistiques, c'est juste des chiffres. Mais même ça, on a compris que ça peut être sensible. Voilà, ça peut être sensible. Donc peut-être qu'on peut faire des revues, des rapports qu'on publie, mais pour certaines statistiques, peut-être qu'il faut demander l'aval du ministère de la Santé. Je donne l'exemple juste de l'Université de Dakar, le service médical de Dakar, qui a dit, moi je suis d'accord qu'on digitalise, mais il ne faut jamais montrer mes statistiques de VIH comme ça. Il faut les dissoudre dans les statistiques du district. Voilà, donc pour montrer un peu que même les statistiques sont sensibles, même s'il n'y a pas de nom, sont également sensibles. L'accès aux données de santé est subordonné au consentement du patient, sauf en cas d'urgence, de réquisition ou de soins en cours. Toujours dans ce que je veux partager en termes de contenu, le dossier du patient peut être utilisé à des fins de recherche, conformément aux lois et règlements en vigueur sur la recherche en santé. Le ministère de la Santé met à disposition les données de santé et données sanitaires ou donne autorisation d'accès à ces données que pour contribuer notamment à la recherche, les études, l'évaluation et l'innovation, etc. Donc on a quand même essayé de faire du open data, c'est-à-dire ouvrir pour la recherche, mais en même temps essayer d'être prudent pour ne pas trop ouvrir aussi. Donc pour l'intelligence artificielle aussi, le texte l'a abordé. Donc le texte dit qu'on peut faire du AI dans le secteur de la santé, et il y a d'autres dispositions qui sont également prises pour la transparence, les limites des algos et les évaluations rigoureuses. Donc on peut y aller, mais avec quand même des conditions. Je m'excuse pour ceux qui sont à distance, hein, même pour ceux qui sont dans la salle. Hein. Vraiment, je m'excuse. Je n'ai pas été très vigilant. Donc, pour le financement, en termes d'état de mise en œuvre, pour le financement, on a dans le programme, le ministère du Plan a identifié 34 milliards comme étant le besoin. J'avoue que aussi on était d'accord sur cela, parce que c'était vers les années 2020 et 2021. À ce moment-là, on parlait de la santé, mais pas trop. Donc on a voulu rester raisonnable. Mais dans la réalité, quand on a estimé, quand on a senti le gouvernement avec nous, il y a un gap de 111 milliards à couvrir, même si on a déjà 30 milliards. Parce que ce que nous voulons faire, ça veut dire que tous les 1600 postes de santé, les 120 centres, les 43 hôpitaux, tous doivent d'avoir l'énergie qui ne coupe pas, l'Internet qui ne coupe pas, les équipements avec des réserves d'équipements, c'est un équipement qui est en panne, on le change tout de suite, avoir des gens formés et qui délivrent le service. C'est ça que nous voulons faire. C'est pourquoi des fois on se dit, peut-être la e-santé, ce n'est pas une affaire de pays de pauvres, parce que pour que tous ces structures-là puissent disposer de ça, il faut des ressources aussi. Voilà, donc actuellement on ose dire qu'il manque quand même 111 milliards, en espérant que voilà, on pourra y arriver. Maintenant, le financement, on a le projet avec la Banque mondiale, qui est déjà disponible. Nous sommes en train de l'exécuter avec la Banque mondiale, mais c'est un projet que nous partageons avec le ministère du numérique. Ça s'appelle projet d'accélération de l'économie numérique. Donc c'est deux ministères pour un seul projet. Eux, ils ont 100 millions de dollars, nous on a 50 millions de dollars. C'est des projets différents, mais maintenant regroupés pour, en tout cas, de l'efficacité. Donc dans ce projet, les indicateurs aussi sont intéressants parce qu'il y a le 1 500 000 de Sénégalais qui auront leur dossier médical en ligne. Il y a les femmes aussi, 25% des femmes qui auront leur carnet maintenant en physique, en numérique. Il y a également 2000 actes de télémédecine qu'on va délivrer. 2000 actes. Quand je dis actes de télémédecine, ça veut dire réglementaire, où on n'a pas de problème avec l'ordre des médecins, mais tout sera bien calé, bien réfléchi, etc. Alors, il y a aussi, dans ces indicateurs, avec le projet de la Banque mondiale, l'action sociale, les personnes handicapées. Là aussi, le projet l'a intégré pour des questions sociales. Donc, il y a la carte d'égalité des chances qu'ils doivent avoir. Là aussi, on s'est engagé à l'amener à 50% de la cible. Aujourd'hui, on est à 10%. L'amener à 50% pour que la carte puisse être disponible et bien digitalisée. Alors, les contraintes.
Les contraintes, c'est le cloisonnement des initiatives. On a besoin qu'il y ait beaucoup d'initiatives. Mais il faut que les initiatives aussi puissent être bien coordonnées. Parce que si ce n'est pas le cas, il y a des risques de doublons, des risques de cyberattaques, parce que toutes les directions ne sont pas outillées pour pouvoir gérer cela. Donc des risques aussi de suspension de ces services, parce que vous êtes direction, vous avez un système, il y a des frais de maintenance, vous ne payez pas, on coupe ça. Donc il y a ces risques-là qui sont quand même là, et risques surtout aussi de qu'on appelle la dette technique. Demain, il va falloir que tout ce qui existe puisse être connecté. Donc plus il y a des systèmes fragmentés, plus la dette qu'on va payer demain pour les connecter va être chère. D'où l'importance aussi d'aller vite. L'autre contrainte, c'est vraiment la difficulté de gouverner l'écosystème de santé digitale. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui introduisent des plateformes, des systèmes dans les structures de santé, sans concertation avec le ministère de la Santé. Voilà. Et tout ça, c'est de le donner des patients. Donc ça aussi, c'est un autre problème, c'est vraiment une contrainte réelle. Comment faire pour que tout système qui entre, au moins que le ministère puisse le savoir, puisse peut-être vérifier, faire une évaluation, est-ce que ça respecte la souveraineté ou pas. Donc ça aussi fait partie des contraintes. Bien sûr, il nous manque des ressources humaines qualifiées, parce que nous sommes la santé, nous ne sommes pas le ministère de l'informatique ou du numérique. Donc il y a ces gaps-là aussi qui sont importants. Il y a également, je le dis, comme on est à l'Académie des sciences, c'est vraiment faire le plaidoyer pour que cette affaire-là soit enseignée dans les universités. Au Nigeria, on peut commencer la première année avec ça. Au Nigeria, tu peux faire première année, tu fais de la santé digitale, première année, jusqu'à la fin. Dans certains pays, il n'y a pas de licence, d'autres masters. Donc je pense qu'il y a urgence qu'on forme nos personnels de santé. Les infirmiers, sages-femmes, médecins, tout ça là, ce serait très important qu'on les forme. Parce que sinon, ils vont sortir, voilà, et ça va poser beaucoup de problèmes. L'autre aspect, peut-être, qui est important, parce que vous êtes aussi l'Académie des sciences, vous avez accès aux autorités, c'est que les marchés publics qui existent, réglementés, bien connus, ne sont pas adaptés pour des projets de santé numérique. Parce qu'il y a l'obsolescence qui est rapide. Vous commandez des équipements, ça fait 1 à 2 ans, on a dépassé ces specs-là. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Même si aujourd'hui, moi, je suis mal placé, parce que moi, je suis de la santé. Je devrais peut-être dire qu'on modifie les textes pour les médicaments, mais pas pour le numérique. Mais quand même, il faut aussi dire que le numérique maintenant fait partie de la vie, comme le professeur Sow l'a dit. Voilà. Donc, ça, quand même, c'est une contrainte. Bon, le financement, je l'ai dit, hein, il manque quand même des financements. Et comme nous voulons digitaliser, il faut que le service soit disponible 24/7. Ça, c'est notre problème qui est fondamental, qui est où est-ce qu'on va héberger nos données. Parce que quand vous avez des données, c'est des données médicales, des données sensibles. Vous allez l'héberger où? Qui gère ces serveurs-là? Celui qui les gère, il est qui? Il a quel contrat avec le ministère de la Santé? Donc, c'est vraiment des questions importantes, parce que le ministère de la Santé n'a pas de serveur pour gérer ces données-là. Donc, il va falloir aussi relever, en tout cas, cette contrainte-là, comment gérer pour qu'on ait un hébergement qui marche 24 heures sur 24, de sorte que le service puisse être délivré tout le temps. Mais ça, ce n'est pas nous, c'est le ministère peut-être du numérique, en tout cas le secteur privé, parce que nous n'avons pas de serveur, et je pense que dans le contexte dans lequel nous sommes, peut-être que ça va être difficile que le ministère demande un data center, parce qu'on va vous dire, il y en a à Diamniadio, il y en a à PTN, il y en a, mais il manque quand même cette coordination-là pour qu'on ait des serveurs à nous qu'on gère. Voilà. Parce que si on les gère, ça veut dire que celui qui les gère, c'est un ingénieur, il a un contrat avec le ministère de la Santé. Donc il y a des règles qu'il respecte. Vous pouvez l'amener en prison, vous pouvez faire beaucoup de choses avec lui, quoi. Alors que si c'est un autre quelqu'un que vous ne maîtrisez pas, voilà, il va falloir faire une enquête pour être sûr que même il a fait une faute, etc. Voilà, donc les défis, c'est la dernière diapo. Vraiment, c'est les textes que nous avons introduits, il faut qu'ils aillent vite, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des choses qu'on ne peut pas utiliser en tant que ministère de la Santé. Parce qu'on ne peut pas autoriser un projet de télémédecine qu'un jeune nous propose. Parce que c'est de la médecine. Il faut qu'il y ait un texte qui couvre cela. Parce qu'il va collecter des données médicales. Donc, d'où l'urgence vraiment de voir comment faire pour que ces textes-là puissent être. Nous y travaillons, le ministre y travaille, ses collaborateurs aussi y travaillent. Donc, disponibilité d'une infrastructure numérique. La vérité, c'est que dans certains pays, la santé a son propre cloud. La santé a son propre data center. Mais ici, dans la salle, il y a certains qui vont dire ils sont pour, mais il y a beaucoup de qui sont contre. S'ils savent ce que l'État a financé en matière de data center.
Mais la vérité aussi, c'est que c'est la santé. Aujourd'hui, quand on dit e-santé, e-agriculture, les e-santé là, ils pèsent lourd comparé aux autres i. Ça aussi, il faut que les gens l'acceptent. Ce n'est pas qu'on tire vers la santé, mais c'est très compliqué au niveau de la santé digitale, parce que c'est beaucoup de choses, d'où l'importance quand même qu'on fasse des efforts pour donner plus d'autonomie à la santé. Et ça va concerner tous les Sénégalais. Voilà. Donc, le cadre de confiance, d'échange de données, ça va venir. On a commencé à avoir des données. Il y aura plus de données. Comment nous allons créer ce cadre de confiance pour que ça soit plus facile, pour qu'il y ait un climat de confiance. Nous savons que les données ne sont pas bien partagées, chacun est jaloux de cette donnée. Comment faire pour mettre ça à disposition? Je pense qu'il faut un cadre peut-être qu'il faudrait mettre en place. J'ai parlé des marchés publics, j'ai parlé aussi de l'aspect institutionnel. C'est juste la difficulté à pouvoir gérer tout ce qui entre dans le système. L'ancienne DGS me donnait un exemple. Il me dit, dans un poste de santé, il y a l'infirmier qui est parti en vacances, qui est revenu avec un logiciel qu'il utilise. La sage-femme est partie en vacances et est revenue avec un logiciel qu'il utilise. Dans un poste, il y a 2 logiciels. Et c'est ça, en fait, le problème. Parce qu'on ne sait pas où ces données-là sont hébergées. Voilà. Donc, mobilisation des ressources domestiques. Si nous voulons la souveraineté, il faut que l'État paye cette affaire-là. Si ce sont les autres qui payent, il y aura toujours des problèmes. Donc, voilà quelques liens que j'ai laissés un peu sur ce que je vous ai présenté. Je vous remercie de votre attention.